tenter la petite. Ok. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette nouvelle édition littérature qui sera consacrée ce soir aux comics sortis chez Panini Comics, Throne Alliances, Throne Alliance en français, voilà, que nous affiche notre cher Francis, parce que oui, ce soir je suis encore une fois accompagné de mon binôme préféré, Francis du Québec. Comment ça va, Francis? Ça va très bien, des petits soucis avec la voix, là. Peut-être que ça va s'entendre à l'audio, mais au-delà de ça, ça va très bien. Écoute, une fois n'est pas coutume, un gros WhatsApp Star Wars cette semaine. D'habitude, c'est plus toi, puis moi, j'ai rien fait, tu sais. Fait que voilà, ça va quand même très bien. Excellent, excellent. Ben, on a hâte d'entendre ce WhatsApp-là. Avant ça, on va quand même souligner voilà, notre partenaire littérature, toujours ici, Star Wars Littérature Québec. Ben, comme d'habitude, on vous invite à rejoindre la page Facebook. Excellente page Facebook, vraiment. Claude c'est Claude, hein, le webmaster de cette page-là. Il fait un travail de malade sur ça. En ce moment, d'ailleurs, j'ai juste regardé avant l'émission, il y a un petit dossier sur les grands amiraux. Les grands amiraux, c'est ça qu'on dit en français. Oui, je pense. Grands amiraux, ouais. Dont Throne fait partie, donc ça fait sens. C'est thématique. Voilà, c'est dans la thématique. À croire qu'on s'est organisé, là. Ouais. Je disais à la blague, c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Non. C'est la coïncidence la plus totale. En tout cas, ben, avant de parler de Throne, là, on a hâte de parler de Throne, ça faisait longtemps. Écoute, chacun de nous a un petit Star Wars. Donc, non, toi, tu as un gros WhatsApp Star Wars. Donc, raconte-nous un peu ce que tu as fait de Star Wars ces temps-ci. Ben écoute, je sais pas, c'est le mien par procuration. En fait, c'est presque plus celui de ma conjointe, de ma blonde, comme on dit au Québec. Déjà, en fait, non, je vais commencer avec le mien. Déjà, écoute, j'avais pas participé à l'émission que vous aviez fait, Loïc et toi, sur ce magnifique album qui est Les Ombres du Flambeau, qui est une espèce de transition entre la phase 2 et la phase 1. ,2, on va dire, et la 3. Écoute, donc j'ai mis la main dessus, ma conjointe a mis la main dessus, je l'ai lu en français et j'envisage même de rehausser ma note. Écoute, pour faire un peu comme tu fais parfois, Jean, je dois avouer là, qu'il y a très peu de défauts à reprocher à cet album-là. Si ce n'est que, bon, j'essaie de m'imaginer pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la Haute République ces temps-ci, va peut-être se trouver perdu un peu, là, mais au-delà de ça, pour les gens qui sont dans la Haute République, vraiment, pour moi, c'est un bijou. Là. Je pense que j'avais mis un 17 sur 20, mais j'envisagerais même de monter à 18-19. Ah ouais. Vraiment, Charles Soule au scénario, 4 dessinateurs différents, mais c'est 4 one-shots. En passant, c'est 4 histoires différentes qui se passent en même temps. Fait que, bref, vraiment une belle redécouverte que celle-là, parce que dans le fond, j'avais lu la version anglaise il y a 1 an environ. Là. Donc, voilà. Sinon, écoute, ma conjointe a réussi à mettre la main sur le pop pour accompagner mon casque de... Est-ce qu'on le voit à l'écran? De Sabine. Donc, parce que, évidemment, Sabine change de casque à chaque série, à chaque saison même de la série Rebels. Donc, celui-là vient tout juste de sortir. C'est une nouveauté là, de la première semaine de décembre. Donc, on l'en remercie. Et écoute, on approche de Noël, tout à tuque sur la tête. Eh bien, écoute, encore une fois, ma blonde cherchait cette année comment on appelle ça? Eux appellent ça des porte-chaussettes de Noël. Bref, des poids pour mettre au bord du foyer, sur la tête du foyer, pour tenir les bas de Noël. Donc, ici au Québec, on appelle ça les bas de Noël. Je ne sais pas si en France, c'est une tradition aussi. Les chaussettes. Voilà. Elle a mis la main sur cette belle collection qui vient tout juste de sortir de pop assis sur un gros bloc très pesant. Et avec une espèce de languette là, pour accrocher le bas de Noël. Et ça tombe-tu bien? Ben, écoute, c'est une collection de 4. Donc, C3PO, Chewbacca enroulé dans les lumières de Noël. En guirlandais. C3PO est déguisé, on va dire, en lutin là, du Père Noël avec un cadeau. Yoda en Père Noël et Darth Vader, ben, il y a juste là-dessus qui est la canne de Noël. Mais bref, ça tombe-tu bien? J'ai 4 enfants et Funko sort une collection de 4. Donc, j'ai 4 bas de Noël à accrocher
après les 4 porte-chaussettes de Noël qui appellent ça. Là. Donc, on vous invite à regarder ça. C'est un tout petit peu plus cher qu'un Funko Pop habituel, là. Vraiment pas une grosse différence. Fait que faut avouer que c'est ça. Pour mes autres pops, je suis pas le genre à acheter des choses bizarres là, comme des trucs de Noël. Parce qu'on le sait, là, ils en font pour la Saint-Valentin, ils en font de toutes sortes d'événements. Mais là, bah, c'est ça. Pour ceux-là, je trouvais ça. Donc, on remercie Kim, ma conjointe, qui a fait plein de belles trouvailles ces jours-ci. Et histoire de plugger aussi un magasin cher à nos cœurs dans la région de Québec et au Québec, ben, c'est le magasin L'Imaginaire. Quoi, je dis à Québec, mais je crois qu'ils sont rendus avec des succursales ailleurs au Québec. Je crois qu'il y en a une à Sherbrooke, une à Montréal. Fait que bref, L'Imaginaire, merci pour ces belles trouvailles. Ouais, l'Imaginaire, super librairie. On peut même commander de l'extérieur du Québec. Moi, j'ai commandé 2-3 fois chez eux. Ouais. Donc, c'est ben, librairie plus. Là. C'est vraiment une place pour objets de collection de toutes sortes, là, pièces et monnaies. C'est vraiment tout thème confondu. Là. J'ai hâte d'y faire un petit tour quand on ira vous visiter au Québec. C'est assez immense. Autrefois, c'était quand même beaucoup plus petit, mais c'est ça, depuis quelques années, à Québec, ça a vraiment grossi. C'est vraiment rendu immense. Et puis, vous cherchez quelque chose de peu importe quoi, là, Harry Potter, ou tous les Lego imaginables, toutes les Playmobil imaginables, des jeux de société aussi en ont à la pelletée, là, je veux dire, c'est incroyable. Et c'est aussi une place pour jouer sur place. Donc, je sais qu'il y a pour ceux qui jouent à des jeux de plateau et compagnie, jeux de rôle, tout ça. Fait que, bref, voilà. Pour le WhatsApp Star Wars assez volumineux cette semaine. Oui, et dans le thème de Noël, donc ça fait plaisir. Tout à fait. Personnellement, niveau WhatsApp, pas mal pareil de rattrapage comics, alors notamment la Haute République. Donc ça y est, je suis à jour entre la série régulière, les Adventures, Kelnaka qu'on a lu, la mini-série Saber for Hire, la deuxième série, tu sais, consacrée à Ty Yorick. Ouais, là, du côté de chez Dark Horse, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plein. Il y a Echoes of Fear. En même temps. Ouais. Voilà, Echoes of Fear qui est à lire après Tears of the Nameless, c'est parfait parce que le comic suit vraiment le roman, donc c'est parfait de lire ça juste après. J'ai Dispatches from the Occlusion Zone aussi, les 2 one-shots sur Crash, le manga aussi, Edge of Balance, tome 3. Donc tout ça, toute la République, ça en fait du contenu, c'est hallucinant. Mais là, ce qui est dommage pour toi, c'est que cette semaine, donc dans 2 jours, il en sort encore 2, 3 autres même, donc tu ne seras plus à jour dans... Là, je crois que je vais les lire direct, quoi. Dès la sortie, je vais les lire parce que j'ai plus envie d'être trop en retard. Donc ça, et il y a le fameux mariage. Il y a un one-shot sur le mariage de Zine et Lula. Donc, on va peut-être enfin arrêter d'en entendre parler. Après 3-4 ans, là, c'est correct. Vous pouvez nous raconter une autre histoire. Ouais. J'ai hâte de ce numéro parce que il me pose des questions. Tu vois, écoute, tu vois, moi, mon enthousiasme est inversement proportionnel aussi. Je vois. Entre ça et j'ai aussi le comics Ahsoka que j'ai enfin rattrapé, on va dire, mais qui est vraiment pas ouf vu que c'est l'adaptation de la série. Non, j'ai plutôt envie de vous parler alors des audiobooks que j'ai écoutés récemment. Alors non seulement j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai réécouté Throne Alliances pour ce podcast-là ce soir pour comparer un petit peu avec le comics. J'ai également fini le dernier audiodrama Tempest Breaker, et je dis rien. OK. Mais je l'ai pas encore commencé, là, donc pas d'espoir. J'ai hâte de faire l'émission avec toi, donc ça sera d'ailleurs la prochaine émission. Là, c'est presque déjà trop, Jean. Ok, on va se taire. Et par contre, ce qui est intéressant, là, je te montre la petite miniature là pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent notre podcast en vidéo, vous pouvez voir la miniature Audible. C'est un audiobook Audible qui est sorti juste après Mace Windu, d'ailleurs, le dernier roman à date, qui est sorti début novembre, qui s'appelle The High Republic, Seeds of Starlight. Donc c'est un petit audiobook jeunesse écrit par George Mann. Donc le gars est vraiment partout, là. Tu te demandes comment il arrive à sortir. Oui, effectivement, on peut dire que ça va être Monsieur phase 3 là, de la Haute République. Un roman adulte, un roman young adulte, et là, un truc jeunesse. C'est ça, plus des comics, plus c'est un truc de fou. Et là, je dois dire que c'est un très très bon petit audiobook, donc jeunesse, de juste 4h30. Il reprend des personnages des comics jeunesse, donc des aventures de la Haute République. On a aussi des personnages du roman de Tears of the Nameless, donc c'est cool de le lire aussi après. Et le héros, donc c'est un héros inédit du nom de Cam Lindon, et qu'on voit sur la couverture là. C'est un padawan particulier, parce qu'il a eu un accident dans le bouquin. Il s'est retrouvé, c'est pas un spoiler, parce
parce que ça, dès le départ, on t'explique. Il s'est retrouvé dans l'incapacité de parler et il utilise un vocodeur donc, pour parler et il sonne donc comme un droïde dans l'audiobook. Et on le voit d'ailleurs sur la miniature, je ne sais pas si on l'a affiché. Ouais, il y a comme, c'est comme quelqu'un qui aurait eu une opération à tracher. Là. Exactement. On voit un petit peu son cou un petit peu gris là. C'est pour dire aux enfants de ne pas fumer. Il y a ça, et voilà, mais j'ai trouvé ça encore très très bien pour encore faire de l'inclusion pour voilà, plus de minorités. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Donc là, notamment, tu le dis, on touche aux enfants qui ont eu ce genre de handicap, qui se sont retrouvés, je sais pas, opérer les cordes vocales ou je le disais à la blague, mais tu as raison. Bon. Ouais. Je m'excuse si jamais. Non, mais bon, après, voilà, ça parlera à une minorité, évidemment, mais c'est quand même cool d'avoir pensé à ça, en tout cas. Donc, l'initiative est très sympa. Et donc, voilà. Quelle durée? Est-ce que tu te rappelles la durée? Ouais, c'est 4h30, donc c'est très court. Hein. C'est encore plus court que l'audiodrama qui fait juste 6 heures, je crois, l'audiodrama. Donc, voilà. Et voilà, donc là, l'histoire vite fait, sans trop spoiler le synopsis, c'est juste un petit groupe de jeunes Jedi donc va être dispatché sur Eiram. Hein. Eiram, donc on le rappelle, c'est la planète où s'est craché le flambeau stellaire. Et voilà, donc ils vont avoir une petite mission là, et ça va lier avec une intrigue qui s'est réouverte avec Tears of the Nameless, justement. Donc là, je vais rien spoiler du tout, mais justement, ça apporte encore quelques graines, justement, avec le jeu de mots, avec le Seeds of the Starlight, à la grande histoire de la Haute République. Donc, je ne dirais pas qu'il est indispensable, mais il n'est pas inutile, je dirais, à l'intrigue principale. Donc, c'est vraiment un conseiller pour ceux qui sont complétistes de la Haute République. Quoi. Et répétons que ça ne sera qu'à l'audio. Oui, donc, ce n'est pas un roman jeunesse là, que vous pourrez trouver papier. Ça fait partie de cette petite collection que Audible là, de chez Amazon ont lancé. Et ce qui me surprend encore, c'est le manque de publicité pour ces choses-là. Tu vois, moi, je n'étais pas du tout au courant. Je n'ai pas vu ça passer du tout. Donc, et c'est pas à défaut d'être très informé sur les sorties Star Wars. Donc, bon. Ouais, je crois que Star Wars Universe en avait parlé. Il y avait le Geek Squadron aussi, quelques podcasts, quelques émissions comme ça en avait parlé, mais vite fait le jour de la sortie. Et c'est donc, tu le dis, hein, le deuxième opus audiobook exclusif Audible à sortir après le fameux Obi-Wan et Anakin. Oui, qui était très bien sur des courses de pod. Là. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est le deuxième de cette collection-là, on va dire. Voilà pour le WhatsApp. Écoute, est-ce que tu es prêt? En tout cas, ton t-shirt est prêt parce qu'on va parler de Throne et tu es tout bleu vêtu, donc c'est parfait. Oui, on peut peut-être rappeler très rapidement là, les émissions récentes. Là, Pardon. Dans le fond, évidemment, on est en pleine diffusion chaque semaine de Skeleton Crew. Donc, au moment où on enregistre, on n'a pas encore vu l'épisode 4. Donc, le dernier épisode 3, est disponible. Votre critique à toi et Tom, hein, c'est bien ça, oui. Qui était très, très intéressante. Comme tu disais aussi en intro, c'était le fun de retrouver Tom. J'ai bien aimé, dans les deux cas, vous êtes des parents de jeunes enfants. Donc, c'est très cool d'avoir votre témoignage, tout ça, le moment familial, tout ça. Et écoute, je te rappellerai avec humour qu'il y a environ un mois, peut-être, ou un mois et demi, toi, ton anticipation était très négative pour Skeleton Crew. Ouais. Alors que moi, j'anticipais de quoi de très, très bien, surtout pour les plus jeunes. Ah, ok. Et donc, voilà, je confirme que je ne suis pas du tout déçu. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup la série Skeleton Crew. Donc, et toute la famille, d'ailleurs, à la maison. Ouais. Les enfants aussi, ouais, ils ont les enfants, ma conjointe, etc. Et vous avez parlé un peu de parents qui laissent leurs enfants écouter des choses trop violentes. Moi, ma fille a 2 ans et elle l'écoute avec moi. Donc, c'est moi le champion des irresponsables dans la famille. En direct. D'ailleurs, épisode 3, qu'elle a beaucoup apprécié, la mienne en tout cas. On l'a vu après le show, justement. Et c'était vraiment excellent. Et sinon, tu l'as mentionné très succinctement tantôt, mais on a notre critique avec Juliane de Mace Windu de Glass Abyss, donc le dernier roman en date. Et côté comics, avant ça, on était dans la Haute République, hein, le dernier album adulte, entre guillemets, là, de la série La Haute République. Donc, voilà ce qu'il y avait à l'écoute pour les auditeurs récemment. Ok, super. Voilà, on est bon, on est à jour. Est-ce qu'on passe en hyperespace? Yep. Allez, c'est parti. Let's go, Jack. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
est de retour de l'hyperespace pour parler donc de ce tome de Throne Alliances, sorti chez Panini donc le 3 décembre 2024, qui rassemble les comics numéro 1 à 4, sortis. Alors, c'est marrant, le tome VO est sorti en septembre 2024. Donc, il n'y a eu que 2-3 mois d'écart entre la sortie VO et VF. C'est très, très bien. Les numéros 1 à 4 étant sortis, je crois, début d'année 2024. Et donc, c'est écrit par Jody Houser et Timothy Zahn, qui s'est joint à Jody Houser, qui nous avait pondu le premier tome. Et dessiné par, alors par contre la bannière a défilé et j'ai plus les dessinateurs, attends, je réouvre mes notes, Pat Olive et Andrea Di Vito. Voilà pour un numéro de 104 pages, c'est ça, à 16 €. À 16 €, donc un petit tarif pour un petit tome, on va dire, hein, juste 4 numéros. Chronologie, on est à moins de 2. Alors, ça dépend de la chronologie, hein, parce qu'on le verra. Ouais, c'est ça, là. C'est moitié-moitié ce roman-là, donc même chose pour le comics. Voilà, un petit peu de trilogie originale, un petit peu de prélogie pour ce comics-là, vous le verrez, ça va être très intéressant d'en discuter. Moi, j'ai quelques specs en plus, si tu me permets, voilà. Donc, c'est la suite, effectivement, à la première adaptation comics du premier roman Throne du nouveau canon. Donc, voilà, donc ça, c'est la deuxième adaptation comics du deuxième roman, donc Throne Alliance du nouveau canon. On le rappelle, depuis le rachat de Star Wars par Disney d'ailleurs, le légendaire auteur Timothy Zahn, voilà, le légendaire auteur du feu univers étendu légende, était revenu pour nous écrire le retour de Throne au sein du canon, et pas juste un, pas même 2 ni 3 romans, mais 6 romans au final. Il y a bien 6 romans Throne au total dans le canon maintenant. 2 trilogies. Ouais. Et je montre à l'écran, pour les gens qui n'auraient pas la vidéo, un petit rappel que Seb Minot avait interviewé là, lors d'une conférence qui animait. En fait, c'était lui l'animateur, Timothy Zahn, justement pour la promotion, la sortie de ce roman-là à l'époque. Donc, fouillez un petit peu dans les archives, les émissions de littérature de Star Wars en direct. Sur notre site, vous allez retrouver cet épisode-là. C'était très intéressant. Ouais. Ah, il est heureux sur la photo, Seb, hein. Il est content. Oui, ben, avec raison. Ah voilà, Timothy Zahn à ses côtés, tu m'étonnes. Donc il a pondu 2 trilogies, hein, Timothy Zahn. Une première, alors qui a été appelée la trilogie impériale, qui comprend donc Throne Alliance et Throne Treason, trahison, se déroulant durant la trilogie originale, quand Throne faisait partie de l'Empire, en fait. Et une seconde, une préquelle, en fait, hein, appelée Throne Ascendancy, l'Ascendance, composée de 3 tomes, là aussi, donc, qui racontent les événements précédant la trilogie impériale, dans le monde de mais avec des petits liens avec, entre autres, ce roman-ci. Voilà, exactement. Et donc, en comics, donc en 2018, donc on a eu le premier roman, sobrement appelé Throne, qui a eu droit à une adaptation dont tu as l'exemplaire là avec toi. Voilà, 2018, très bien. Et donc là, en 2024, on a donc ce second roman, Throne Alliance, qui a droit à son adaptation. Donc en 4 numéros seulement, on l'a dit. Nous verrons un peu après si c'était assez pour adapter un livre de quand même 350 pages. C'était 13 heures d'audiobook. Hein. C'est plus long que le dernier audiobook de Il y a une petite polémique qu'on pourra toucher même en partie non... est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler même en partie non-spoilers, parce que c'est un choix éditorial de Marvel. Donc, il y a quand même une polémique qui a fait rager beaucoup de lecteurs lors des il y a quoi? C'était un peu moins d'1 an, hein, ça? C'était à l'hiver dernier, si je me souviens bien. Ouais, il a fini en février, je crois, le 4e numéro. Et effectivement, on en parlera, oui, si tu veux, avant de parler en partie spoiler. Donc, avant le scénario, donc avant le résumé, je veux dire. Tu veux qu'on en parle de ça? Oui, écoute, sinon, je vais aborder ça avant de donner une appréciation plus générale, non spoilers, mais c'est ça, faut préciser que c'est vraiment un choix étrange. Personne ne le comprend et j'ai fait mes recherches comme un complotiste de la COVID, non. Mais j'ai quand même fait un peu de recherche et j'ai pas réussi à trouver, malgré tout le chialage, comme on dirait au Québec, là, donc le râlage que vous diriez en France, malgré énormément de commentaires sur tous les forums imaginables, tout ça, au Twitter et compagnie, j'ai pas réussi à trouver aucune réponse officielle de Marvel ou d'explication de pourquoi, mais cet album-là ne comprend pas la totalité du roman. C'est ça. L'album, en fait, la série, la mini-série en 4, se termine environ aux 2/3 du roman, puis en plus, à un moment pas rapport, comme on pourrait dire, dans le sens qu'il n'y a aucune logique, là, c'est pas la moitié du roman, c'est pas comme... bon, c'est vraiment, là,
comme si Marvel avait tiré à plug, comme on dit, là, avait mis fin, là, mis la hache dans le projet. La dernière page se termine avec un point d'interrogation. Fait, comme je vous dis, c'est pas un spoiler de l'histoire, mais il faut... Comment dire, c'est ça, il y a un côté inachevé. Il y a oui. Fin. Puis c'est ça, là, normalement, clairement, c'était fait pour être en 6 numéros, comme l'adaptation du roman précédent. Exactement. Mais là, ça s'est arrêté à 4. Personne ne sait pourquoi, personne ne comprend pourquoi. Et c'est ça, clairement, c'était pas prévu non plus. Donc, voilà, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'explication. J'ai juste trouvé des gens qui, comme moi, ne comprennent pas. Pareil, tout pareil. J'ai essayé de trouver une raison, des interviews des auteurs et tout, mais que dalle, que dalle. Donc effectivement, le premier tome de Throne a été en 6 numéros et adapté, donc 427 pages, le premier tome. Et là, donc on n'a que 4 numéros pour 342 pages, donc on a moins de numéros pour moins de pages, donc ça n'a aucun sens. Et oui, comme tu le dis, en 6 numéros, ça tenait largement, parce que là, il reste un tiers du bouquin, en fait, à adapter, donc en 2 numéros de 30 pages, parce que les numéros sont un peu plus longs, hein, c'est une trentaine de pages par numéro. Ça l'aurait fait, quoi. En 6 numéros, ça aurait été parfait. Oui, mais comme je disais, on s'arrête à peu près aux 2 tiers du roman. C'est ça, je recherche pas dans le roman le moment, là, parce que c'est ça, on est... Mais pareil, je pensais que c'était la moitié, et voilà, en relisant l'audiobook pour l'émission ce soir, effectivement, c'est plus que la moitié. Hein. C'est, comme tu dis, 70-75%, ça s'arrête du bouquin. Donc c'est dommage, c'est dommage. Alors, tu le dis, un point d'interrogation à la toute fin, avec The End, point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont prévu d'adapter les 25% restants? Mais c'est un peu débile, vu que, en 2 numéros, 3 numéros, c'est ça, le fait que clairement, le point d'interrogation n'est pas innocent, là, mais ça sent mauvais. Là. Ça sent les chiffres de vente étaient tellement mauvais que Marvel peut-être donnait une chance pour voir, puis finalement, n'ont pas aimé les chiffres de vente, je ne sais pas. Écoute, mais tu sais, d'après ce que j'ai lu, justement, même quand il y a que ce soit Star Wars, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations de romans, là, mais ou que ce soit d'autres romans adaptés en comics, les gens n'ont jamais vu ça. Là. Vraiment, un comics qui s'arrête, mais comme si c'était une fin normale. Dans le sens que c'est ça, il n'y a pas une annonce, OK, on met la hache, la série n'est pas renouvelée, un truc comme ça. Donc, ouais, très, très étrange. Aucune annonce, rien, et effectivement, comment... Ouais, la partie. En plus, ça finit sur un cliffhanger, quoi. Enfin, tu t'attends à la suite, parce que là c'est vraiment l'aventure est sans plan, quoi. Donc c'est vraiment. Et alors ça me rappelle aussi, tu te rappelles, on avait parlé du numéro Révélation pour le dernier tome de la Haute République, et le Révélation présentait donc un Throne en couverture qui n'est pas présent dans le. Donc ça fait 2 fois que Throne se fait squeezer. Je sais pas ce qui se passe concernant Throne en comics, là c'est un peu le bordel, j'avoue. Ouais. Mais tu vois. J'ai lu aussi dans la rage de certains, là, c'était aussi de traiter un personnage de cette importance-là dans le fandom de cette façon-là. Tu sais, déjà, on l'a répété encore récemment sur Mace Windu, puis on va peut-être en parler quand on va parler du comics Mace Windu. Mais je veux dire, c'est des personnages d'importance. Thrawn, en plus, on parle beaucoup à la nostalgie des fans. C'est ça, de le traiter comme ça, c'est Timothy Zahn aussi, c'est un auteur extrêmement apprécié des fans, donc c'est ça, c'est vraiment incompréhensible là, comme, mais bon. Si tu veux partir en complotisme et tout, moi, je peux pas croire qu'avec Zahn au scénario, avec son personnage tellement adoré des fans, comment Marvel a pu penser que ne pas finir la série, c'était une bonne idée, quoi. Et en pleine saison, comment dire, d'Ahsoka, en plus en pleine période, on va dire, que je veux dire, c'était d'actualité avec la série télé Ahsoka. Fait que bref, il n'y a rien à y comprendre. Écoute, je reviendrai peut-être très rapidement au niveau spec, ou en tout cas, juste pour mentionner, parce qu'on va parler probablement des variantes de couverture, parce que là, vu que c'est Thrawn, il y en a eu une pléthore là, à chaque numéro. Mais écoute, même en français, en France, il existe une variante de l'album, une exclusivité d'un regroupement de comic shop là, français, qui est un nouveau regroupement de librairies, de comic shop, qui date du mois de juin. Là, ça s'appelle c'est CSA. J'ai plus exactement, c'est... j'ai plus du tout le nom, mais bref, un nom anglais, parce qu'évidemment, hein, c'est des Français, donc ils ne pouvaient pas créer quelque chose avec un nom français. Donc, un regroupement de comic shop de 9 boutiques qui ont droit à cette variante exclusive qui vient avec ceux qui voient à l'écran,
qui vient avec une affichette, là, bref, d'une autre variante aussi de Marvel. Fait que bref, je suis très jaloux. Personnellement, si c'était pas de frais exorbitants pour le faire traverser l'Atlantique, j'essaierais de me procurer cet album-là parce qu'en plus, la couverture choisie, je la trouve mais vraiment incroyable. Ah ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, là, tu les montres à l'écran, là, pour ceux qui ont la vidéo. Donc, celle que tu trouves incroyable, ça va être celle de gauche, c'est ça? Avec moitié Throne, Celle moitié pour la Vador. couverture, ouais, c'est ça. Moitié Throne, Ouais. moitié Vador. Avec le Star Destroyer en dessous. Et ça, c'est Paul Renaud qui a effectué la couverture. Et Paul Renaud, c'est un dessinateur français. Paul Renaud qui avait fait Voilà. Et qui avait fait les couvertures des régulières du premier Comics Throne. Donc, les 6 numéros, c'était lui qui avait fait les couvertures. Et la deuxième, c'est Razam. Razam qui fait aussi pas mal de variantes et qui est très joli aussi. Ça, Throne avec Vador en fond, là, elle est magnifique. Ouais, c'est digne d'affiches, là, effectivement. Moi, je m'étais sélectionné ces deux-là, justement, comme des affiches éventuelles là, à me faire sortir en plus grand format. Là. Carrément. Mais sinon, écoute, revenons sur petit avis rapide, non spoilers. Voilà. Est-ce que tu as un mot, une phrase pour qualifier Ouais. Écoute, moi, je vais résumer ça en un mot, c'est déception. Ok, on a d'accord. déjà abordé la polémique là, sur le fait que l'album la série, on va dire, est incomplète. Okay. Mais ensuite, au niveau dessin, j'ai pas du tout apprécié. Ah ouais? Non, c'est vraiment un style de dessin que je n'aime pas du tout. Okay. D'autant qu'en plus, avec le premier tome, on va dire, là, avec celui de l'adaptation du premier roman, on était avec un Luke Ross vraiment de haut calibre. Il y avait vraiment des bijoux dans celui-là. Là, cette fois-ci, ouais. Fait que le tout combiné. Puis même côté, on dirait que ça a été charcuté parfois pour rentrer dans le format. J'ai remarqué à un moment, il y a vraiment un saut temporel, ou bref, avec Padmé, on en parlera un peu plus en spoilers, là, mais qui manque un bout. Là. On finit un tome, on commence l'autre, on comprend pas ce qui est arrivé entre les deux. C'est vrai, ça arrive plusieurs fois. Plusieurs fois, tu passes d'un truc à l'autre, sans transition, sans rien, et moi j'ai dû revenir avant pour me dire, mais attends, ça passe vraiment du coq à l'âne sans vraiment transitionner, quoi. Non, c'est ça. Sinon, dernier commentaire, c'est vu que c'est pas un spoiler, côté positif, bien évidemment, c'est que contrairement aux adaptations de séries télé ou de films, là, ici, ça vient mettre du visuel sur un roman. Fait que déjà, ça, c'est très cool. Bon, c'est un roman qui suit Vador, Anakin, Padmé. Fait que ça, on s'entend qu'on n'a pas besoin tant de visuel pour alimenter notre imagination. Mais dans le cas de Thrawn, c'est un Thrawn à l'époque qu'il était militaire Chiss, donc à peu près la moitié du roman. L'autre moitié, il est grand amiral impérial. Mais c'est ça, la période justement militaire Chiss, ça j'ai trouvé ça intéressant, de voir Thrawn visuellement dans cette période-là. Fait que la plus-value, je dirais qu'elle est là. Mais au-delà de ça, on en parlera en partie spoiler. Ouais, écoute, ben, ça va être intéressant. Moi, juste pour vite fait une phrase, juste un mot, c'est efficace mais frustrant. Voilà, frustrant, c'est juste notamment pour la fin. Voilà, pour la fin, parce qu'on n'a pas la totalité du roman, mais j'ai trouvé cette adaptation efficace. Et les dessins m'ont pas plus dérangé que ça, mais si tu veux on peut en parler avant de passer en partie spoiler. Donc la scénariste principale, on va dire, c'est Jodie Hauser. Donc c'est la co-scénariste en fait de ce comics, parce qu'il y a Timothy Zahn qui est lui-même co-scénariste avec elle. Donc un comics écrit à 4 mains pour seulement 4 numéros, c'est quand même bizarre, parce que Jodie Hauser était déjà à la base du scénario du premier comic Thrawn, que tu as présenté là juste avant, toute seule. Donc elle a été seule à la barre à l'époque. Pourquoi c'est cool d'avoir Timothy Zahn en co-auteur, mais je pense que c'est peut-être une révision par Timothy Zahn ou quelque chose comme ça, là, une collaboration, bref. En tout cas, Jodie Hauser, on commence à la connaître parce qu'elle était déjà au scénar donc, de l'adaptation comics de Rogue One. Elle avait fait un peu de Force of Destiny sur le personnage de Rey. Elle avait fait un annuel sur Poe Dameron. Elle a fait les Age of Republic. Je crois qu'elle les a tous fait d'ailleurs, les Age of Republic, que ce soit les vilains, les héros. Il y en avait quelques-uns de bons dans celui-là. Ouais. Elle a aussi fait donc la très bonne mini-série TIE Fighter, le comics qui accompagnait la sortie du jeu. C'était bien, ouais. Voilà, elle a fait quelques numéros de Yoda. Yoda qui nous avait bien plu aussi. Elle était censée, ça c'est rigolo, adapter l'épisode 9 en comics, mais bizarrement, sans explication, le projet a été annulé. Donc ça c'est drôle. Donc en gros, voilà. Elle a été relancée récemment, sans explication non plus. Voilà. En gros, Jodie Hauser, elle a fait quelques trucs Star Wars et en général, elle nous a jamais trop déçus. C'est vrai. Voilà. Timothy Zahn, est-ce qu'on a besoin de le présenter? C'est un tout petit auteur, il débute à peine.
Évidemment que non, c'est donc le grand Timothy Zahn, donc peut-être le plus grand auteur de la littérature Star Wars, du moins à l'époque du Legends en tout cas. On n'oublie pas non plus Tom Veitch qui avait lancé l'univers Legends en comics, alors que Zahn, lui, l'avait lancé en roman. Donc évidemment, il a écrit la célèbre trilogie de Throne de 91. Il a créé le personnage de Throne, il a créé Mara Jade et plein d'autres personnages super intéressants aussi, mais il a aussi fait plein de romans non Throne, comme il y a les classiques Outbound Flight, Survivor's Quest, Allegiance, Scoundrel, tout ça, ça va parler aux amateurs du Legend. C'est que des romans Legends que moi je n'ai pas encore lus, pas encore, mais c'est prévu. Et pour moi, il a écrit mes livres préférés du Legends, même si je loin encore une fois d'avoir tout lu. La duologie de la Main de Throne, qui est juste énorme. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la Main de Throne. Ben oui, bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. C'est ça, évidemment. C'est pour ça que quand on disait le traitement réservé à cette adaptation-là par Marvel, et c'est ça. Voilà. Et d'autant plus étrange et choquante. Et oui. Et donc Throne, donc, qui est un personnage qui a été donc réadapté pour d'abord la série Star Wars Rebels. Hein. Je crois qu'avant les romans Throne, le personnage est apparu là-dedans. Et puis voilà, Zahn est revenu dans le canon, il a réécrit ses six bouquins, et depuis 2021, donc la sortie du dernier roman Les Sœurs Evil, je crois que c'était le dernier Throne Ascendancy, plus rien depuis 2021, donc j'espère vraiment que Timothy Zahn se remettra à écrire Star Wars, peut-être même hors Throne, pour d'autres histoires, peut-être comme il avait fait dans le Legend. Tout à fait, parce que bon, il y a son style à lui, là, donc certains vont moins aimer, là, mais je pense que c'est ça. Considérant l'amour des fans pour cet auteur-là, même s'il écrivait quelque chose qui n'est pas sur Throne, je pense qu'on serait preneur. Ouais, ça serait bien. Pour les dessinateurs, donc on le rappelle, le premier comic Throne, tu l'as dit, a été dessiné par un Luc Ross qui était très très en forme. Hein, les comics étaient très très beaux. Ouais. Et là, pas de Luc Ross, malheureusement, c'est bien dommage. À la place, on a un duo de dessinateurs, donc Pat Olive et Andrea Di Vito. Donc Pat Olive, lui, il n'a pas fait grand-chose dans Star Wars, hein, il a fait plein de trucs ailleurs, et Marvel, surtout Marvel, Spider-Man, tout ça, Spider-Girl. Par contre, c'était un fun fact, il a fait des adaptations de films en comics, ça se faisait beaucoup ça, dans les années 2000, et il a fait le Spider-Man 2 de Sam Raimi et le Punisher là, avec Thomas Jane et John Travolta. Là. Ouais. Moi, j'ai acheté ça, j'étais très client de ces adaptations de comics à l'époque, quand j'étais plus jeune. Donc voilà, à part un petit numéro de Star Wars Insiders, après, Pat Olive a fait que ça, que ce Throne Alliance. Oui, il était alors c'est rigolo ça aussi, il était au crédit du fameux numéro de One Shot Révélation, là où Throne était sur la couverture. Et au final, il a rien, il n'est pas à l'intérieur en fait. Donc comme s'il avait été crédité pour un. Incroyable. Sérieux, hein? Ça, là, je pense vraiment que la partie Throne. Grand professionnalisme de Marvel. Moi, je pense que vraiment, il y avait un one-shot Throne de prévu qui devait être inclus dans ce tome-là de Throne Alliance, qui a été annulé et que la cover était déjà faite. C'est obligé. Enfin, là, il y a trop d'indices. Ensuite, on a Andrea Di Vito, donc lui non plus n'a pas fait grand-chose dans Star Wars à part ce tome-là. Il a fait du D&D. J'aime bien à chaque fois noter du D&D, du Donjon et Dragon, parce que là, petit clin d'œil à notre MJ, à nous. Oui, notre leader suprême. Voilà, qui est très très fan de Donjon et Dragon. Et après, lui, il a fait, alors c'est rigolo, il a fait des adaptations de comics, mais plus modernes, on va dire. Marvel Studios aimait bien faire des préquels à leurs films. Donc, tu as Captain Marvel et Guardians de la Galaxie qui ont eu leurs préquels en comics dessinés par ce dessinateur-là. Donc voilà, ils ont les deux en lien avec les films, quoi. Et voilà, et après, il a fait, lui, il a fait Révélation 2023 sur Star Wars, la série Star Wars par Charles Soule, donc avec Lando, Luke et Leia. Voilà, on chroniquera ce Révélation-là dans d'ailleurs le comics, le tome 8, je crois, de Star Wars. Je crois que c'est dans ce tome-là qui sera inclus. Et voilà, pour les auteurs. On passe en partie spoiler. Est-ce que je mets l'alarme ou pas? Oh, tu peux le mettre. Allez, on va mettre ça, comme ça on sera sûr. Si vous n'avez pas encore lu ce tome-là, nous allons spoiler salement. C'est parti. Ok, donc commencerons-nous pas par un petit résumé du tome Oui, écoute, rapidement. Encore là, c'est l'adaptation d'un roman sorti en quoi? Il y a plusieurs années déjà, là, il y a quoi, 4-5 ans au moins? Ouais.
Oui, c'est ça, ouais, c'était ça. 2000, j'ai plus l'année de sortie du roman, tu vois. 2018. 18, ok, ok. Donc, déjà, comme dans le roman, hein, le comics, il va jongler avec des passages dans le passé durant la prélogie. Je crois que c'est post-mariage d'Anakin et Padmé, hein, c'est entre l'épisode 2 et 3. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas vraiment sûr. Là, tu vois. Il me semble que oui. Je crois que c'est ça. Hein. Et des passages donc, dans le présent. Alors, le présent, c'est pendant la trilogie originale. Donc, c'est pré-épisode 4, peut-être. Là encore, j'ai des doutes. Je crois. Pas tout à fait pendant la trilogie originale, quand même un peu avant. Comme on Un disait, peu avant, c'est en moins 2. Donc, oui, effectivement. Oui, pendant la série Rebels. Voilà, parce que alors le comics ne le mentionne pas, mais le roman mentionnait le projet du TIE Defender de Thrawn qui est encore là, quoi. Il n'a pas encore été annulé par Tarkin et son projet Starlight, tout ça, quoi. Donc, on commence au résumé. Donc, dans le présent, l'empereur va envoyer Vador et Thrawn sur Batuu suite à une perturbation dans la force qu'il a ressentie. Batuu que connaissent déjà Vador et Thrawn, car ils se sont rencontrés pour la première fois sur Batuu, en fait, dans le passé. Et dans le passé, justement, Padmé se rend toute seule sur Batuu suite à un signal de détresse d'une de ses handmaidens qui s'appelle Duja, Duja qu'elle retrouve morte, et donc Padmé va enquêter sur son meurtre. Elle va découvrir que Duja était sur la piste des séparatistes, et notamment sur d'une usine bien mystérieuse sur la planète Mokivij. Donc Padmé s'y rend sur la planète Mokivij avec le vaisseau de Duja. On retrouve ensuite Anakin, qui est à la recherche de Padmé, du coup, dans l'espace autour de Batuu, et c'est donc là qu'il va rencontrer un jeune Thrawn, tu le disais, encore militaire, il faisait partie de l'ascendance Chiss, là, il a son uniforme Chiss et tout ça. Donc lui présent ici pour une raison encore inconnue. Au début du roman, au début de tome de comics, on ne sait pas encore pourquoi il est là, mais il est là. Ils vont donc s'allier, enquêter sur Batuu, et quelques péripéties après sur Black Spire. Alors Black Spire, c'est l'outpost principal de Batuu. Hein. En gros, c'est un peu ce qu'on voit dans Disneyland. Si vous allez au Galaxy's Edge de Disneyland, c'est Black Spire sur Batuu. Et donc, ils vont enquêter dans la cantina, mais cantina qui va soudainement exploser avec eux dedans. Donc voilà, et en parallèle de ça, dans le présent, Vador et Thrawn se rendent aussi dans cette même cantina, et donc des années après, donc c'est rigolo ça. Ils vont se friter face à des Darchi. Alors des Darchi, c'est une race alien un peu louche, qui ont amené des sortes de containers avec eux sur Batuu, des containers qui seraient liés à la perturbation qu'a ressenti l'empereur, justement. Suite à cette confrontation, donc Vador et Thrawn vont soutirer des informations aux Darchi. Ils vont découvrir que ces containers sont en fait des tanks d'hibernation. Alors, j'ai pas la traduction. Hibernation tanks, ils appellent ça. Ouais, des caissons d'hibernation. Voilà, des caissons d'hibernation qui contiennent. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop. Par la suite, on apprendra que ça expliquera la présence de Thrawn sur Batuu. En fait, on sait que c'est des êtres force sensitive qui sont prisonniers de ces tanks d'hibernation. Alors, malheureusement, le comic s'arrêtant aux 3/4 du bouquin, on n'aura pas la réponse de qui est vraiment dans ces containers. Alors, je ne sais pas si on ne spoil pas ce qu'il y a dans le container vraiment. On sait que c'est des êtres force sensitive, ça oui. Mais voilà, le comics n'ira pas plus loin, malheureusement. Ouais, on va mettre ça dans la case de frustration. Ouais. Voilà. Donc, bon, on ne le révèle pas à nos auditeurs ce qu'il y a vraiment. Ben, Ouais, ça n'a pas une grosse plus-value ici. Ouais, bon, écoute, si vous voulez, allez lire la suite dans le roman. L'émission de Star Wars en direct sur ce livre-là. Sur ce roman-là, voilà. J'espère qu'ils en parleront. Et donc, Vador et Thrawn nous apprennent aussi que les Darchi bossent en fait pour les Grisks. Et les Grisks, c'est une race alien vivant dans les régions inconnues et d'après Thrawn, qui est très, très, très dangereuse. Et que nous, si on a lu la trilogie Ascendancy en plus de ce roman Alliance, on sait que c'est une race, un peu la race Némésis des Chiss, en fait. Voilà. Et donc, dans le passé, Thrawn, donc, qui a sauvé Anakin de la fameuse explosion, eux vont se battre contre un groupe de contrebandiers et qui vont arriver à retrouver la trace de Padmé grâce à ces contrebandiers, ainsi qu'une grosse opération séparatiste menée par un certain Duc Sola sur la planète Mokivij, donc la fameuse, la même planète que dans le passé, que dans le présent, je veux dire. Donc Thrawn et Anakin vont se faire passer pour des businessmen et rencontrer en personne ce Duc Sola là sur Mokivij. Padmé, qui entre-temps, elle arrive sur Mokivij, un petit peu en catastrophe, c'est un peu craché. Elle a fait la connaissance avec 3 locaux qui vont l'aider à infiltrer la fameuse usine séparatiste. Et pendant l'infiltration, elle va retrouver de loin, elle va retrouver Anakin, qui est là avec Thrawn en train de négocier avec Duc Sola, mais Sola qui n'est pas dupe et qui va capturer, emprisonner
Thrawn et Anakin. Et le tome voilà, finit dans le présent avec Vador et Thrawn de retour dans leur vaisseau et qui discutent des suites des opérations. Donc Thrawn a déduit des attaques des Grisks qu'ils ont une base située sur Mokivij, justement, Mokivij, la même planète que dans le passé, là maintenant, précisément dans l'ancienne usine séparatiste que les deux hommes ont infiltrée dans leur jeunesse. Et donc le tome finit sur leur décision de se rendre sur Mokivij, et voilà, ça s'arrête là. Et c'est dommage. C'est ça. En plus, rappelons que c'est le roman dans lequel Thrawn comprenait très bien, réalisait en fait, déduisait que Vador et Anakin. Et le confrontait un peu. À quelques moments dans le roman, on se disait, mais Vador va lui exploser la tête. Là, vraiment, vraiment, Thrawn provoquait Vador quand même un peu. Mais c'est ça. Malheureusement, comme je disais, il manque la fin du roman dans cette adaptation-ci. Donc, c'est ça. Le meilleur est pas là. Ça, c'était un bon point du bouquin, ça, que tu mentionnes, la relation Anakin-Vador enfin Anakin-Thrawn, où Thrawn sait que, évidemment, il est ultra intelligent, donc il sait que Vador est Anakin, mais Vador ne pense pas qu'il sache, et à chaque fois qu'il va faire des allusions, c'est ce que nous avons fait dans le passé, il va dire non, ce que Anakin a fait avec toi, mais Anakin n'existe plus, il a été tué, machin, enfin. Ouais. Écoute, oui, puis l'autre partie du roman ou du comic cette fois-ci, écoute, c'est pas compliqué. Je l'avais dit aussi dans ma critique, je n'étais pas avec l'équipe, je crois, à l'époque, mais bref, dans ma critique écrite. C'est pas compliqué, c'est un épisode de The Clone Wars. C'est typique, mais de chez typique, c'est Padmé qui se met dans le trouble, comme dans les émissions de The Clone Wars, qui se sauve elle-même. Dans le fond, l'intervention d'Anakin et Thrawn ne change absolument rien. Elle s'est déjà sauvée elle-même, comme dans plusieurs arcs de la série de Clone Wars. Et Anakin qui arrive et qui est évidemment là, fout le bordel un peu, mais c'est ça, pour retrouver Padmé, là, mais sans que ça ait d'incidence. Mais comme je disais, là, il nous manque la fin du roman dans ce comics-là, mais bref. Fait que c'est ça, Padmé qui enquêtait sur la disparition de sa métier toute seule, parce qu'évidemment, je veux dire, tout bon sénateur d'une planète, évidemment, se promène tout seul dans la galaxie sans service de sécurité, sans rien. C'est logique. Ça, c'est vrai que ça soit dans le roman et dans le comics, ça, c'est pas du tout expliqué. Padmé... Enfin, si, évidemment. Mais je pense que c'était voulu. C'était voulu de Timothy Zahn de vraiment rappeler la série de Clone Wars. C'est vraiment de consistante. Fait que pour cet aspect-là, c'est réussi. Mais sinon, qu'as-tu pensé de ce tome de Alliance niveau scénario, déjà? Au-delà de ce qu'on a déjà dit, c'est ça. Moi, c'était mon reproche. Pour moi, c'était le plus faible des 3 romans de la trilogie impériale, comme tu as dit, là, qu'on l'appelle maintenant. C'était, entre autres, la partie, justement, flashback dans le passé que je trouvais trop longue, on va dire, pour l'espace qu'elle volait, entre guillemets, à ce qui était d'intérêt dans ce roman-là, c'était Thrawn et Vador. Ça, c'était d'intérêt. Ensuite, la découverte, entre guillemets, là, par l'Empire des Grisks, façon de parler, là, mais bref, des Grisks, qui était la grosse raison, le pourquoi Thrawn avait rejoint pas la République, mais l'Empire, et dans le fond, voulait utiliser l'Empire pour combattre les Grisks. Mais la déception était, ça c'était dans le roman, parce que comme je vous dis, c'est pas dans le comics à la fin, mais c'était que on saisissait mal l'ampleur du danger. Dans ce roman-là, les Grisks ne nous apparaissaient pas comme les nouveaux Yuuzhan Vong, ou bref, une menace vraiment d'ampleur galactique. C'est plus comme tu disais, dans la trilogie là, sur l'ascendance, qu'on va comprendre un petit peu plus leur capacité, mais bref. Fait que c'était pas mon roman préféré. Fait que déjà là, en partant, c'est ça, le comics. Par contre, pour les choix des scénaristes, de quoi mettre dans le comics et de quoi ne pas mettre, ça, je dirais que oui, effectivement, le comics est peut-être plus dynamique, parce que c'est ça. Dans le roman, entre autres, les bouts avec Padmé, c'est ça qui va s'écraser, être capturé, en tout cas s'évader. C'est long, bref. C'est ça. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Je pense que c'est la moins bonne note, mais je pense que j'avais donné peut-être un 14 là, quand même. Mais c'est peut-être la moins bonne note que j'ai donnée à un roman de Timothy Zahn. Mais c'est vrai que tu le mentionnes, je crois que c'était l'avis général, c'est que la trilogie impériale de Thrawn est de qualité, mais ce Alliance, malgré l'alliance entre deux
de légende hein, de Star Wars, de vilain ultime, eh ben, c'est le bouquin le moins intéressant des trois, bizarrement. Donc, je crois que c'était un peu l'avis de tout le monde. Je crois que tout le monde avait mis une plus mauvaise note à celui-là qu'au Throne et au Treason. Fait que là, tu as ça pour l'avis sur le roman. Et Mhm. là, si tu ajoutes au fait que Marvel nous a coupé le tiers ou le quart, toute la fin du roman, avec certaines révélations, avec, comme je disais, la conclusion comment dire, de cet arc-là entre Thrawn et Vador, ben là, côté scénario, tu te dis, OK, ça comme pas. C'est dommage, là, mais ça. Tellement dommage. Pas de bon sens, comme on dit ici. Ah, c'est pas le bon sens, pas le bon sens. Mais c'est vrai que c'est dommage. On le répétera jamais assez, mais c'est tellement dommage de ne pas avoir, fini le comics. Ah ouais, moi, clairement, ça va jouer beaucoup sur la note. Okay. Mais écoute, c'est d'autant plus dommage que moi, j'ai trouvé que justement, suite à la réécoute de l'audiobook donc de Alliance, que le comics suit effectivement plutôt bien les pérégrinations de nos héros pendant le roman. Et justement, comme tu le disais, il coupe exactement tous les passages un peu chiants du roman. Et je dois dire que moi, le roman, j'avais aimé sans plus. Hein, je t'avoue que déjà, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté là? Ouais, en fait, en réécoutant, là, je me suis... j'ai un peu changé d'avis en ce qui concerne le personnage de Thrawn, notamment ce que j'avais dit déjà donc, quand j'avais critiqué le 3e Ascendancy, hein, c'est le seul tome de Thrawn des 6 que j'avais critiqué sur Star Wars en direct. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'étais pas si véhément que ça hein, envers le roman. Non, c'est juste qu'on s'est amusé à créer le mythe comme quoi tu es un raciste anti-cheese. Alors que, ok, techniquement, Thrawn, c'est pas un de mes personnages préférés, mais je reconnais que c'est un personnage très intéressant. Et en fait, là en réécoutant l'audiobook, je me suis dit que voilà, je crois que ce qui me dérange le plus chez Thrawn, en fait, parce qu'en fait, je l'ai découvert avec la première trilogie de Legends en comics. Et à l'époque, même si je le trouvais pas fou, comme c'était un méchant intéressant quand même, tu vois, suite à la chute de l'Empire. Par contre, dans l'audiobook, ce qui me dérange énormément, c'est sa voix, en fait. Il a une voix que je déteste vraiment. Je trouve que c'est ridicule la façon dont il parle. Est-ce que tu connais quelqu'un qui parlerait comme ça? Enfin, même aucun cheese ne parle comme ça. Je trouve ça ridicule. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles comment il parle. Ben oui, c'est un peu la même voix que dans la série, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça se rapproche quand même de la version anglaise de Rebels. Enfin, moi, ça me frustre énormément. Est-ce que tu veux si je te parle c'est une voix très je vais te parler comme ça, profonde, calme, très très lent, effectivement, très posé. Ouais. Mais écoute, je vais finir le podcast comme ça. Tu vas voir. Ça va être trop long, Voilà, écoute, 13 heures. C'est pas le plus dynamique. Voilà, 13 heures avec une voix comme ça, moi, ça m'a saoulé. Et c'est dommage parce que le roman Alliance, je l'ai remonté un petit peu dans mon estime quand je l'ai fini parce que oui, tu le dis, le côté The Clone Wars, c'est carrément le cas. La partie passée, c'est tellement ça. Mais justement, moi, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, moi, ce passage-là. Le passage avec Vador, évidemment, ça m'a beaucoup, beaucoup plu également. Donc, ouais, à part sa voix que je trouve ridicule, c'est vraiment un bon roman, quoi. Que je trouve encore une fois en deçà des deux autres, parce que notamment, on a l'absence de... Alors, on a Vador, mais on a l'absence de Eli Vento. Tu te rappelles son pote? Ouais, ça, c'était une grosse plus-value au premier roman. Ouais. Et effectivement, il va revenir dans le 3e roman de cette trilogie-là de trahison. Donc, ça demeure une trilogie à lire, là, je veux dire. Oui, c'est une malgré les commentaires que j'ai faits jusqu'à maintenant, là, ne sautez pas celui-là pour passer directement au 3e. Là, je veux dire, Même si je trouve que l'écriture de Thrawn, de Zan, elle est quand même très lourde. Alors lourde, j'ai pas envie que les fans pensent que c'est péjoratif. Non, elle est comment t'appelles ça? Elle est complexe. C'est une écriture beaucoup plus travaillée que les Claudia Gray, les Cavan Scott ou les George Mann, tu vois. Ouais, puis c'est toujours des romans à intrigue. Et sur le même modèle que le grand classique, évidemment, c'est Sherlock Holmes, là, qui est dans n'importe quelle école de littérature, je veux dire. Et le principe, en fait, c'est que tu pars l'auteur connaît déjà la finalité et construit à rebours le reste. Ce qui fait que ton personnage, Sherlock Holmes, Thrawn, peu importe, a l'air effectivement de faire des déductions incroyables parce que évidemment, l'auteur a tous les éléments parce qu'il a construit du reculon, là, c'est ça, à partir de la fin. Donc, mais ça fait aussi, comme tu dis, un peu la lourdeur, entre guillemets, là, c'est ça, d'éléments, d'indices, tout ça, là, qui crée une grosse intrigue. Et c'est ce qui fait que pour adapter des romans comiques, c'est probablement le pire choix. Donc, je comprends que Thrawn est cher dans nos cœurs.
Mais tu sais, un roman d'action, tu sais, blockbuster, ça adapterait beaucoup plus en comics que les romans Tron et les romans de Timothy Zahn. Ou alors, tu nous fais une adaptation en 12 numéros, parce que là, 4, Ah oui, ben là, effectivement, là, c'est ça. ouais. Mais en tout cas, ouais, mais, bon, Zahn a son style, il n'y a pas de souci. Mais je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses, je me rappelle que tu avais dit, ça c'est un truc qui m'a marqué, parce que justement, je me suis dit, ah, donc je suis pas le seul à penser ça. Quand tu as relu le Ascendancy, le deuxième, je crois, ou même les deux premiers en français, Ouais, j'ai pas fini le deuxième, moi. voilà, ben, tu les as trouvés plus digestes que quand tu les as écoutés en anglais, quoi. Oui, exactement. Exactement. Déjà, il y a l'aspect bon, évidemment, l'anglais n'est pas ma langue primaire, là, même si, bon, j'ai travaillé aux États-Unis quelque temps, je sais pas, j'ai pas d'enjeu, mais ça demeure que c'est pas ma langue primaire. Ensuite, on est dans du encore plus science-fiction et à part de Star Wars. Donc, énormément de nouvelles terminologies, de nouveaux vocabulaires. C'est dans les très rares livres de Star Wars aussi à avoir une espèce de lexique, ceux de l'ascendance, là, qui explique justement différents mots. Fait que là, quand tu fais juste écouter ça à l'audio seulement, puis tu sais, ça passe, tu vas pas revenir en arrière pour lire, OK, on parle de quel personnage ou de quel grade militaire là, en ce moment, ou tu sais, tout ça. Voilà. Fait qu'effectivement, beaucoup plus digeste la lecture papier et, bon, dans mon cas, en français en plus. Voilà. Mais tu vois, celui-là, je l'avais lu en français. D'ailleurs, le roman est utilisé pas mal parce qu'il y a plusieurs personnes de la famille. Je pense que je l'ai prêté aussi. Donc, mais c'est ça, c'est pas le préféré de grand monde. Faut avouer, là. Puis tu sais, je me disais, Padmé a vraiment un énorme poids, on va dire, le part dans ce roman-là ou dans le comics. Fait qu'effectivement, si vous aimez Padmé, ou vice-versa, si vous aimez pas, là, je me souviens que dans le cas de la série télé de Clone Wars, ben souvent les arcs sur Padmé, je sais que plusieurs personnes les trouvaient assez filler, on va dire, assez lourd. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est juste pour dire, voilà, pour l'écriture. D'ailleurs, je trouve que l'écriture de Zahn avec plus ça va dans le temps, en fait, la première trilogie des années 90, elle a rien à voir niveau écriture avec les derniers qu'il a sortis. Et cette trilogie impériale, dont Alliance, est quand même plus digeste à lire que les Ascendancy. Donc plus il vieillit, plus je trouve que son écriture se complexifie en fait. Et encore une fois, tu le disais, c'est un univers complètement inédit, les Ascendancy, alors que là on reste quand même dans un univers Star Wars qu'on connaît. J'ai 2-3 trucs niveau scénario encore, je suis vraiment désolé de passer du temps, mais c'est du Throne, quoi. C'est du Throne, on n'est pas souvent sur Throne, donc ça fait plaisir d'en parler. Il y a énormément dans le roman les passages double vision d'Anakin et de Vador. Donc, c'est des passages trop bizarres que tu revois jamais nulle part ailleurs dans aucun autres médias Star Wars, où tu vois des espèces de prémonitions de Dark Vador ou Anakin en fonction du temps, qui prévoient les attaques des ennemis. Et à l'écoute, alors à la lecture, je sais pas trop, mais à l'écoute, c'est extrêmement désagréable. Parce que pendant les phases de combat, t'as Anakin qui va te faire double vision, chest, bottom, t'es là, ouais, c'est ça, il anticipe les coups de blaster vont arriver où. Là, Voilà, donc ça c'est complètement inutile dans un roman, à la limite dans un comics, mais même là le comics il fait fi de ça, donc c'est très bien. Donc ça c'est un point de plus pour le comics, donc ça c'est cool. Dans le roman, j'avais trouvé ça original. C'est vrai? Mais effectivement, à l'audio, puis bon, dans un comics, pas certain que. Ah ouais, non, là c'est complètement absent. Je crois qu'il y a une page où tu vois vite fait, peut-être un Vador en train de prévoir le coup, mais c'est pas. Il mentionne pas genre Double Vision, tu vois, genre en mode attaque de Sangoku, quoi. Enfin, c'est trop bien. Et après, bon, hormis le team-up royal que j'ai adoré, j'aime beaucoup le fait que c'est les deux vilains légendaires de l'univers Star Wars qui s'allient. En fait, je répète ce que j'ai déjà dit avant. C'est juste que l'absence des live Vento se fait sentir, et donc voilà. Donc, bref, c'est le roman. Il y a un aspect que c'est bien qu'il ait gardé dans le comics. Évidemment, dans le comics, c'est très, très succinct. Là. On s'entend, c'est peut-être une page. Mais c'est le jumelage des équipages. Donc, tu as je pense que c'est la 501, qui est évidemment avec Vador, habitué d'être avec Vador, et là, qui se retrouve avec un Tron qui laisse ses officiers contester des ordres ou argumenter. C'est ça, les deux équipages ensemble là, qui sont un peu là, en fait, celui de Vador, qui effectivement, avec Vador, si tu contestes un ordre, c'est terminé pour toi. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien, là, mais c'est peut-être une page gros maximum dans le comics. Voilà, ça aussi, voilà, tu me fais penser. Dans le roman, il y a énormément de passages. Alors, c'est pas la 501, c'est la première Légion. Et justement, je vais te demander, parce que j'y connais rien,
et peut-être que Loïc qui nous écouterait, peut-être il pourrait nous préciser. Là, moi je pensais que la 501 c'était la Légion de Vador, mais là on nous montre que la First Legion c'est aussi la Légion de Vador. Donc en fait, c'est quoi? Ouais, je me souviens plus. Ça avait été expliqué par Timothy Zahn à l'époque de cette trilogie-là, quand il écrivait ça. Mais de mémoire, c'est que la première fait partie de la 501. C'est pas la premier régiment ou je sais pas, là, dans la Légion ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas, ce sont des Stormtroopers de très bonne qualité parce que déjà, ils visent bien, ils sont très efficaces. Comme tu disais, c'est eux qui gèrent. Oui, mais de mémoire, il y avait des clones encore parmi eux, au moins en tout cas un sous-officier clone de mémoire. Okay. En tout cas, moi, les passages avec les Stormtroopers, et il y a Rook aussi, le fameux no-gris, l'homme de main de Throne, là, qu'on voit dans la série. Petite apparition dans le comics. Voilà, donc il est aussi présent dans le roman, évidemment. En fait, tous ces passages avec les Storms, moi, j'ai pas trouvé ça passionnant dans le roman. Et là, on retrouve des passages avec eux, et c'est ces fameux passages qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, tu sais. Tu passes des aventures d'Anakin et Thrawn ou de Vador et Thrawn. Avec de charcutage, c'est un petit peu ça. Et ça arrive comme ça, tu sais pas où est-ce qu'ils sont. Il y a marqué Now Batuu, mais tu sais pas s'ils sont dans un vaisseau, s'ils sont dans un entrepôt. C'est mal branlé. Le comic, c'est mal fait au niveau découpage. Et encore une fois, les passages avec la première Légion et Rook, du coup, j'ai trouvé ça pas passionnant du tout. Et c'est dommage parce qu'on a, avec ces passages-là de la première Légion, la première apparition ever dans le canon des Grisques, quand même. Les Grisques qu'on a beaucoup entendu dans la trilogie de l'Ascendance, mais qui a été introduit dans ce tome-là, enfin dans ce roman-là, et donc pour la première fois en visuel dans ce tome-là de comics. Et alors ça va faire la transition avec les dessins. Je trouve que visuellement, ils sont vraiment pas ouf. Je vais pas dire dégueulasses, mais pas d'inspiration. Je trouve qu'il n'y a pas d'inspiration du tout. Là, je vous montre ceux qui ont l'affichage. Les Grisques, à quoi ils ressemblent? C'est des aliens vraiment lambda, quoi. On a toujours fait un parallèle entre les Grisques et les Yuuzhan Vong, même si c'est plus l'idée qui sont ressemblants. Ils ont peu rien à voir dans le lore, en gros. Mais les Yuuzhan Vong étaient tellement plus stylés et tellement plus de recherche que là, les Grisques, vraiment, c'est tristouine, je trouve. Ouais, en fait, c'est là qu'on se demande jusqu'à quel point a été impliqué Timothy Zahn justement dans l'aspect graphique. Est-ce que c'est lui qui a adoubé ça? Est-ce que c'est lui qui a décrit ça au dessinateur puis qui a approuvé tout ça? Ou pas oui, ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Et là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais ils ressemblent à des Storms, en fait. Ils ont comme des casques de Storm. Ouais, presque, ouais. Presque, ouais. Enfin, c'est quand même différent, mais ça ressemble. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'avait déçu. Ouais. Mais sinon, comme tu disais, là, histoire justement de transitionner vers l'aspect graphique, on avait l'air de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé ce travail-là graphique. Écoute, que ce soit les visages. Bon, évidemment, on a beaucoup de Tron, mais que ce soit aussi les armures, les casques, évidemment, un casque de Vador à profusion, les casques de Stormtrooper, les vaisseaux, tout ça. Je suis désolé de dire que ce ne sera vraiment pas mon dessinateur préféré. J'ai trouvé qu'il y avait, ici et là, il y avait quelques inspirations de Luke Ross. Quand je rejetais un œil au premier volume, on va dire, aux premières adaptations. Sur les ombrages, par exemple, tout ça, mais c'est ça. En général, là, écoute, c'est ça. Je ne peux pas dire que je suis fan du tout. Même si là, ce qu'on voit à l'écran, c'est presque dans ce qu'il y a de moins épais, mais on voyait le visage d'Anakin, je trouvais ça atroce. Mais bon. Bref, écoute, mais tu vois, Rook est assez fidèle à la série Rebels, là. Mais c'est ça. Moi, dès le numéro 1, j'ai fait « Oh non, pourquoi ils ont fait ce choix-là? » Mais peut-être qu'il y a des gens que c'est ça. Moi, en fait, ça me rappelle du vieux comics. Je dis ça de temps à autre. Moi, c'est un style que j'ai l'impression d'être un peu retour en enfance là, à lire des comics des années 80. Mais c'est trop marrant. Voilà, là, j'adore comme ça. On se concerte pas avant l'émission et j'adore quand on se rejoint comme ça. Alors, j'ai pas du tout le même avis. Moi, je trouve que c'est pas moche. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux dessinateurs. Je me demande, je pense qu'il y en a un, alors je sais pas lequel, un fait les phases dans le passé, l'autre fait les phases dans le présent. Donc dans le principe, je trouve pas ça déconnant. On aime ça souvent. Voilà, on aime bien ça.
Je trouve que les deux, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Je trouve qu'ils font relativement du bon travail, contrairement à toi. Alors, c'est joli sans être non plus incroyable. Hein. J'ai pas trouvé ça. Alors, moi, je suis moins, ça me touche moins sur les détails, sur les armures et tout. Donc, peut-être qu'effectivement, les Stormtroopers sont pas très, film accurate, quoi. Dark Vador, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant. Mais voilà, ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est peut-être la couleur c'est la fameuse Rachel Rosenberg, la talentueuse d'ailleurs, Rachel Rosenberg, Ouais. qui fait beaucoup, beaucoup de couleurs, qui cette fois-ci rend les choses un peu moins flashy, un peu plus terne, on va dire. Mais je trouve que ça correspond totalement au récit, Ouais. parce que c'est un récit qui fait un petit peu Legends, quoi. Enfin, l'histoire de Zan, elle me fait penser à du Legends. Et là, le comics m'a complètement fait penser à du Legends des années 90, comme tu l'as dit. Donc voilà, donc ça m'a pas choqué plus que ça, parce que c'est pas un comics d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action dans le roman et dans le comics. Là, les peu de phases d'action, elles ne sont pas très dynamiques, on va pas se le cacher. Les deux dessinateurs n'arrivent pas à retransmettre vraiment le dynamisme des phases d'action, mais c'est pas grave, c'est beaucoup de blabla, hein, ce comics-là. Mais ouais, je trouve qu'il y a un ton Legends, en fait. Mais Legends, ouais, des comics 90, quoi, des années 90. Donc c'est drôle qu'on a la même. Ouais, rien à dire par contre sur la colorisation de Rachel Rosenberg, là, une habituée, puis c'est toujours nickel. J'ai vraiment rien vu. Tu sais, les ambiances. Parce qu'évidemment, quand c'est Vador et Tron, on est vraiment beaucoup dans des Star Destroyers. On voit là, par exemple, coucher de soleil ou lever de soleil là, sur Coruscant. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment les deux dessinateurs. Je trouve que certaines cases, on en voit défiler là, à l'écran depuis tout à l'heure. Ça me rappelle même Georges Gentil. Là, quand que, oh, mais non! Non, mais attention. Sur un aspect, c'est sur les visages qui ont pas de traits. Là, c'est pas ce qu'on voit à l'écran, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais il y a certaines cases parfois là, où on voit qu'il y a dû manquer de temps, puis que le visage, c'est presque rien. Là. C'est une forme avec. Mais bref, c'est ça, il faudrait que je retrouve là, exactement pour vous montrer à l'écran. Mais voilà. Okay. Fait que, écoute, mais tu as raison, je te rejoins sur le fait que c'est pas affreux. Là, je dis genre gentil juste pour cet aspect-là. Mais pour le reste, c'est pas affreux, c'est constant aussi. Parce que ça, des fois, ça peut être un problème avec certains dessinateurs. C'est que tu as le même personnage sur deux cases puis tu le reconnais pas. Ouais. Là, il n'y a pas ce problème-là. Mais comme je vous dis, c'est ça. Moi, je trouve, quand je regarde Vador, par exemple, sur ce qu'on voit à l'écran, j'ai l'impression d'être sur les comics originaux de la fin des années 70. Ouais, complètement. Ça, complètement. D'accord. Mais bon, je suis pas... c'est ça, pour ce qui est de Star Wars, je suis pas rétro, je suis pas nostalgique dans la littérature là, des légendes. Donc, voilà. Ouais, justement, moi, ça fait petit rétro Legends. J'avais pas lu beaucoup de comics Legends, mais voilà, ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait un peu plaisir, effectivement. Peut-être la nostalgie qui joue là, effectivement, plus que voilà. Et d'ailleurs, on voit sur ces planches-là le fameux personnage. Il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires chez Zan marquant dans ce roman-là, mais en tout cas, la commandeur, là, c'est la commandeur du vaisseau de Throne. Elle est super intéressante. Alors, plus dans le roman, évidemment, elle est plus développée que dans le comic, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est un petit point. Non, mais ça, de toute façon, c'est ça. Adapter des gros romans adultes, là, encore plus des Timothy Zahn en comics, déjà mauvaise idée, mais au pire, donner le nombre de numéros suffisant. Je suis désolé, là, mais 4 numéros, même 6 pour le premier. T'sais, quand on disait il manque des bouts, puis on a du mal à suivre, c'était déjà le cas aussi dans le premier. Fait qu'en tant que compagnon, comme on voit des fois en anglais, là, mais comme c'est ça, ça a une plus-value pour accompagner le roman après avoir. Ou justement, dans ce cas-ci, c'est un roman sorti il y a plusieurs années, donc ça nous le rappelle, tout ça. Mais pour quelqu'un, je trouve, là, si je le fais lire à un de mes enfants qui n'a pas lu le roman, il va être perdu. Là. Il y a des moments, vraiment, là, on n'arrive pas à suivre. Puis c'est ça, à mon avis, c'est à cause du charcutage. Là, c'est trop long, on va être obligé de couper telle scène, telle page, carrément. Ils s'en sont peut-être rendus compte au milieu de la production de ce comics-là, mais un comics de Zan, limite 6, c'est limite pas assez, quoi. Enfin, franchement. En 4. Bon, bref, on va pas revenir sur ça. Bon, un petit mot sur les couvertures avant qu'on raccroche, du coup. Ouais. Moi, écoute, c'est pas tu pourras peut-être, je sais plus si tu l'as mentionné tantôt dans les specs, je pense que non, le dessinateur de couverture. Non, c'est Rod Reis. Ouais, c'est pas quelqu'un que celui des couvertures officielles, on va dire. C'est pas quelqu'un que j'ai souvenir là, qui avait un gros pedigree Star Wars, mais moi je trouve ça très beau, très efficace. Écoute, tout est là.
Celles qu'ils ont choisies pour le TPB puis l'album Panini, pas variante, c'est justement pas du tout mon préféré, personnellement. Mais bon, il y a le côté, on voit Evador et Tron, là, fait que je comprends pourquoi ils ont pris celui-là. Mais c'est ça, moi, je trouve le premier beaucoup plus efficace. Le troisième, même chose, là, le Tron avec les mains, comment dire, qui réfléchit. Écoute, c'est... Puis bon, même le quatrième, où est-ce qu'évidemment, on va voir Padmé, Anakin. Donc, c'est un bon résumé, on va dire, là, de ce roman-là, de cet album-là. Fait que, non, c'est ça, chapeau. J'espère qu'on va retrouver ce dessinateur-là dans d'autres albums Star Wars. Ah ben c'est vachement intéressant là aussi parce que tu vois, j'étais content. Panini change rarement les couvertures comparé au Tom Marvel qui sortent en VO un peu avant. Mais parfois ils le font et là ils l'ont fait et je trouve ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils la changent parce que la numéro 1 que tu montrais là avec Throne, qui fait la couverture voilà, du Tom VO, voilà, celui-là, est très jolie, mais elle reflète pas le côté Alliance qu'il y a sur la couverture du roman, par exemple. Donc là, le fait qu'il y ait Vador et lui, je trouvais ça faisait plus sens, et je suis content que Panini change la couverture du tome, c'est trop rare pour le signaler, quoi. Mais ouais, sinon, comme tu dis, Road Race. Alors, Road Race, tu dis que tu aimerais bien le revoir. Il faut savoir que, alors, il a fait énormément de couvertures. Alors, c'est des variantes souvent pour Star Wars. Alors, il a fait quelques régulières dans le comics Dark Maul de 2017. C'est lui qui fait les régulières de ce comics-là. De Mace Windu, le très bon comics de 2017 aussi. Il a fait Galaxy's Edge et Edge of Republic. Donc, pas des tomes vraiment majeurs pour mais c'était tous des one-shots un peu séparés. Là, fait que, bon. Voilà. Par contre, pour les variantes, il a fait, alors accroche-toi, Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra, Bounty Hunters, Ahsoka, Captain Phasma, Poe Dameron, la récente série, la Battle of Jakku, qui sort en ce moment, la Haute République phase 2, phase 3, l'adaptation de The Last Jedi, et même le one-shot DJ Most Wanted. Est-ce que tu te rappelles Ah oui, ok. Ah oui, avec Benicio del Toro. Voilà. Écoute, j'ignorais qu'il y avait un tel pedigree au niveau des variantes, fait que j'espère qu'on va l'avoir un peu plus au niveau des régulières. Ouais, voilà. Et moi, je le mentionne parce que je suis fan. Il fait aussi des variantes cover sur l'excellentissime comics Dune House Atreides. Donc, si vous lisez le Dune House Atreides, c'est un super comics et ses couvertures sont magnifiques. Et après, donc, on a pas mal de variantes. Donc, si tu veux, vite fait, là, parce qu'on a dépassé l'heure, je te les montre. Alors, la fameuse de Paul Renaud, comme tu l'as montré auparavant, qui est magnifique, franchement. Et toutes les variantes sont superbes. Et elles sont toutes en pleine page. Il n'y en a pas en petite. C'est superbe. Franchement, ils nous ont gâtés. En TPB Marvel, malheureusement pas chez Panini. Donc là, il y a celle-là qui est encore une fois magnifique. Ouais, ben celle-là, en fait, ça date, c'est une couverture du roman, en fait. Oh, d'accord, ok. Ça marche. Ah oui, superbe. Là, on a encore Throne avec ses Stormtroopers. Superbe, là aussi, on a donc, là c'est une variante Panaka un peu hors sujet. Là voilà, un peu plus classique avec Anakin et Throne. Là, la fameuse de Ramzar, justement, là, hors sujet. Voilà, celle-là qui est très belle aussi par Declan Shalvey. Declan Shalvey qui est un excellent artiste aussi, qui est trop peu présent sur Star Wars. Très joli avec Throne et son Star Destroyer. Là, on a encore une avec Star Destroyer, avec Anakin et Vador en fond. Mais franchement, les variantes et les fameux dragons, là, qu'on a sur la couverture. Mais mentionnons que c'est le Tron version série live action de Rebels. Hein. C'est l'acteur, bref, le frère de l'autre. Je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Effectivement. Skarsgård, là. Skarsgård. Ouais. Non, ça c'est dans. Ah non, pardon. Ça c'est monsieur dans Andorre, là. Ouais, je me trompe. Mais par contre, ils ont rentré son ventre, hein, si t'as remarqué. Ouais, ben c'est ça, il retenait sa respiration pour la photo. Voilà, là, un peu plus manga. Oui, celle-là, je l'avais vu passer, un peu plus manga, mais très cool. Je dois avouer. Aussi, ouais. Moitié Anakin, moitié Tron. Hein. Voilà. Et je crois qu'on arrive au bout des variantes. Donc, de très, très jolies variantes. Et elles sont toutes dans le TPB VO. Voilà. Ouais. Ok, écoute, on va noter ça vite fait. Et puis on va se quitter. Ouais, donc, écoute, moi, pour tout ce qu'on a dit, je ne me répéterai pas. Mon résumé en non-spoiler, c'était déception. Donc, voilà, je vais lui donner un 9 sur 20, un 45%. C'est ça pour moi, c'est pour les complétistes uniquement. Je m'excuse, mais achetez pas ça pour donner envie à quelqu'un de découvrir Tron. Achetez à la limite l'autre album là, sur le premier roman. Parce que c'est ça. Ici, c'est un désastre. Là, le fait qu'il manque le dernier tiers du roman, c'est inadmissible.
incompréhensible. Donc, ouais, ben oui, comme toi, moi je conseillerais qu'aux fans du personnage, hein, complétistes et les fans de Throne, hein, qui veulent tout avoir sur le personnage. Ceux qui veulent, est-ce qu'on peut conseiller de lire le roman ou d'écouter, tu l'as bien fait, l'émission consacrée à Alliance. Je ne sais pas si le résumé est bien complet, il faudrait que je le réécoute aussi. Mais encore une fois, ouais, pas de faire pour ce récit-là, donc conseiller, je sais pas trop en fait. C'est vraiment la première fois quoi, que ça arrive ce genre de truc. Donc moi j'ai mis un 12 quand même, parce que alors j'avais mis 14, je crois, non 15 au premier tome, enfin la première adaptation. Et là ouais un petit 12. Alors 12, parce que techniquement moi je l'ai préféré à la lecture du roman. Mais il n'y a pas la fin, voilà. Donc, c'est un gros problème. Ouais, c'est ça. Ben, il faut dire que tu as plus apprécié. C'est ça, moi, c'est que en plus, j'ai pas aimé les dessins. Donc, on comprendra que les points que j'ai donnés, ben, c'est pour le fond de l'histoire de Timothy Zahn, tout ça, quelques petits bons choix là, de bons moments à mettre dans l'adaptation et les couvertures et compagnie. Mais c'est ça. Puis, tu sais, le fait que, c'est ça, même au niveau graphique, c'était constant, tout ça, c'était pas atroce là, comme on en a connu d'autres. Mais je suis désolé, quand je regarde d'autres notes que j'ai données à d'autres albums, je ne peux pas donner plus qu'un 9. Ouais, non, mais je comprends. Les arguments sont valables. Écoute. Bon, ben écoutez, c'est avec ces critiques un peu mitigées quand même, mais bon, c'est pas notre faute, hein, il fallait nous pondre l'adaptation complète, les gars. Qu'est-ce que vous avez branlé, quoi. Qu'on va conclure cette émission Star Wars littérature. Comme toujours, donc là, je vous affiche les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur notre Facebook, c'est quoi, Instagram et Thread, je crois que sur le côté là. Le Papillon Bleu 2, Blue Sky, mais sur Discord. C'est sur Discord où on est le plus actif, je dirais. Et encore, j'avoue que là, récemment, on n'est pas vraiment, quoi. Enfin, c'est surtout Odd qui anime le Discord. Elle fait ça de maître, ça fait plaisir. Sur YouTube également. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche, le petit pouce pour les notifications, tout ça. Et voilà, donc n'oublie pas, les pouces et cloches, ça c'est fait. Donc surtout, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette émission, et ça fait toujours plaisir. J'espère qu'avec le thème de Throne, quand même, cette émission aura un peu de visibilité, un peu plus de visibilité, on va dire, que la Haute République. La Rade République, ça a du mal. Hein. La phase 3, ça a du mal à décoller, on va dire. Donc j'espère que Zahn et Throne, ça va vendre, ça va faire vendre. En tout cas, les amis, voilà, donc j'ai un trou là, je ne sais plus comment on conclut. Tac, il me faut les notes. De la part, là, faudra couper. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct et que la force soit avec vous. On va même, juste pour le plaisir, on va laisser Jean le refaire aussi. Ouais, et puis après, je ne sais pas si le monteur aura la gentillesse de couper ce passage, mais non, le monteur qui parle en ce moment trouve ça trop drôle, donc il va le garder. Ok, bon, écoutez, non, mais à charge de revanche, mais bon. En tout cas, de la part de Francis, mon ami Francis, de la part de toute l'équipe de Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom de Star Wars, et que la force soit avec vous.